cette capsule et les deux suivantes, nous allons continuer l'étude des séquences de données, chaînes de caractères, tuples et listes en regardant les fonctions prédéfinies et les méthodes associées à ces séquences de données. Alors, nous allons découper les présentations en 3 capsules. Cette capsule va regarder plutôt les fonctions prédéfinies et les méthodes qui sont générales aux 3 types de données. Et puis ensuite, il va y avoir la capsule suivante qui va plutôt regarder les méthodes spécifiques aux chaînes de caractères, et la dernière capsule des 3 qui sera une capsule sur les méthodes associées à la manipulation des listes. Allons-y. Donc à nouveau dans une console PyCharm, rappelons d'abord des choses que nous avons déjà vues. Les 3 fonctions prédéfinies, min, max et sum, et ça fonctionne très bien. Par exemple, sur n'importe quelle séquence, en tout cas min et max, si je fais min de bonjour, eh bien je reprends l'élément, la composante qui est la plus petite dans bonjour, c'est-à-dire ici par rapport à la codification UTF-8. Bon, ici c'est le B qui est la lettre qui a un code le plus petit. Max, ça donnera évidemment l'inverse, la lettre qui a le code le plus grand. Alors la fonction prédéfinie sum, alors ici ça marche soit pour les tuples, soit pour les listes, mais ça ne marche pas pour les chaînes de caractères. Donc si je fais par exemple la somme de 2, 5 et 6, eh bien là il va me dire, je somme chacune des composantes de la liste et ça me donne 13. Ça ne marche pas avec les chaînes de caractères, je ne peux pas faire la somme de bonjour. Il faut que ça soit additionnable dans le sens arithmétique du terme. Donc ici, l'interpréteur me donne une erreur. Alors, nous avons vu le test in qui permet de savoir si un élément est dans une séquence. Donc, par exemple, si on a prum qui vaut 2, 3, 5, 7, 11, je peux par exemple tester si 7 in prum, il me dit oui, 7 est dans prum. Alors, dans ce cas, en fait, la méthode index me permet de savoir à quel endroit se trouve la première instance de 7. Donc, on prend prum et je peux demander, donnez-moi l'index de l'élément 7 et ici, en particulier, de la première occurrence. Alors, si vous regardez dans l'aide-mémoire, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités pour index. En particulier, il y a un deuxième paramètre qui permet de voir à partir d'où on fait des recherches. Donc ça peut être intéressant si on veut savoir où se trouvent tous les endroits où se trouve la valeur 7 dans une séquence, par exemple dans une liste. Ok, alors attention, parce que si l'élément ne se trouve pas dans la séquence, par exemple je demande où se trouve 9, eh bien là le programme donne une erreur. Donc si on veut savoir par exemple, si j'ai x qui a une certaine valeur, je voudrais bien faire prum.index x pour savoir est-ce que j'ai x dans prum et où est-ce qu'il se trouve. Mais la première chose à faire alors c'est tester est-ce que x est dans prum, et dans ce cas-là, je peux par exemple imprimer son indice. Voilà, ici x. Voilà, il me dit c'est en 3, donc en troisième composante, 0, 1, 2, 3. J'ai bien 7 dans la liste prum. Ok, alors on va terminer cette capsule par 2 fonctions plus exotiques. Alors supposons qu'on ait une liste d'amis. Voilà. On a aussi, tout compte fait, une liste de couleurs. Voilà, donc par exemple, bleu, rouge, vert, jaune. Voilà. Et donc, 2 fonctions. La première fonction, la fonction enumerate. Alors cette fonction, en fait, elle va se retrouver utilisée typiquement dans un for. Et donc, enumerate va me permettre, par exemple, si j'ai ma liste d'amis, d'énumérer tous les éléments. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est générer des couples avec un indice,
commençant par 0, suivi de l'élément lui-même. Donc ici, l'indice, je peux le récupérer avec une variable de contrôle, par exemple, que j'appelle i. L'élément lui-même, je l'appelle par exemple a. Et je dis, ben, en fait, je prends ma liste d'amis, je les énumère. Et maintenant, j'ai en fait, pour chaque itération, un numéro et un ami. Et je peux faire ce que je veux. Par exemple, je peux dire, ben, j'imprime. Alors, je n'ai pas envie d'imprimer à partir de 0. Donc, ce que je vais faire, c'est imprimer i plus 1. Donc, à partir de 1, 1, 2, 3, 4. Et puis, l'ami lui-même. Voilà. Donc, ici, par exemple, je dis, ben, j'imprime 1 Sébastien, 2 Pierre, 3 Ariane, 4 Thierry. Alors, je peux aussi utiliser le zip. Alors, le principe du zip, c'est en fait de prendre deux séquences et d'associer le premier élément de la première séquence avec le premier élément de la deuxième séquence, le deuxième avec le deuxième, etc. Donc, par exemple, de nouveau, je peux utiliser ça dans un for avec, disons, par exemple, deux variables de contrôle. Et je peux dire, ben, je vais en fait zipper d'un côté les amis, de l'autre côté les couleurs. Et donc, ça veut dire que je vais dire que Sébastien est associé à bleu, Pierre à rouge, Ariane à vert et Thierry à jaune. Et donc, ici, mon zip va me donner donc des couples. Le premier élément du couple va être mis dans la variable de contrôle A, le deuxième élément du couple dans C. Et je peux par exemple dire, ben, je ne sais pas moi, A, et puis imprimer M, le, et puis C. Donc voilà, ici je vais dire que donc Sébastien aime le bleu, Pierre aime le rouge, Ariane aime le vert, Thierry aime le jaune. Donc voilà, la présentation des méthodes que nous avons vues sont déjà des méthodes plus complexes. Alors n'oubliez pas que le but ce n'est pas d'apprendre par cœur des méthodes, puisque vous avez l'aide-mémoire qui peut vous aider, mais de comprendre ce que ça fait et de savoir comment les utiliser. Et donc les capsules suivantes vont continuer l'étude, d'une part avec des méthodes spécifiques aux chaînes de caractères et d'autre part des méthodes spécifiques aux listes.